concernant les récompenses de Louis XIII. Il va d'abord donner une médaille d'argent à chaque responsable d'une pinasse. Il y en avait plusieurs, forcément. Et il va donner une médaille d'or à ceux qui ont coordonné les attaques, les premières attaques. Et là, on connaît un nom. Il y a un seul nom qui apparaît de tous les marins qui ont participé à cette aventure. Un seul nom. Ce nom, c'est Jean Pelot. Jean Pelot était originaire de Biriatou. Et c'était un ascendant d'Étienne Pelot, notre corsaire, 2-3 générations avant. Donc on ne connaît qu'un seul nom, Jean Pelot, qui était aussi un navigateur sans doute très hardi, et qui a reçu une médaille d'or parce qu'il a coordonné aussi les premières attaques à l'île de Ré. Jean Pelot. Louis XIII va aussi exonérer d'impôts presque tout le labour. Il va enlever les taxes, etc. En remerciement, il va enlever beaucoup d'impôts. Jusqu'à la ville de Mauléon, il va enlever beaucoup d'impôts et de taxes pour récompenser toute la région basque. Et il va surtout détacher l'archipel des Joncos de la commune du Ruy pour la donner à Hendaye. Alors, l'archipel des Joncos, je dis bien l'archipel des Joncos, c'est cet endroit que vous voyez ici, qui est marqué d'une croix. Je suis marqué d'une croix. Alors, il faut bien lire la carte. Ici, on est dans les dunes de Socoboru. On descend, la Bidassoa, la Benchinigoudi, on arrive là. Ici, on est dans le delta de la Bidassoa, et on arrive ici, dans une zone qui était formée d'îles, de 3 îles, et plus un marécage un grand marécage. 3 îles. En face, l'île des Faisans, en face, l'île de la Conférence. Les Joncos, c'était là. C'était cette zone-là qui était là. Et c'est ça que Louis XIII va donner à Hendaye, en remerciement. Il va détacher ce territoire de la commune du Ruy, c'est bien clair. Il va donner donc tout ça à la ville d'Hendaye. Alors, on voit ici l'île de la Conférence, et on voit ici une des îles, des 3 îles, qui va former l'archipel des Joncos. Donc là, ici, on est à peu près à l'aplomb de l'île des Faisans. 3 îles que je vous détaille. Une première ici, Inzura. Une deuxième île plus petite, Inzura Tiki, ici, cette île-là, Inzura Tiki. Et une troisième île, Garzu, que vous voyez ici, là, Garzu. Voilà. Et ici, vous aviez un immense marécage, une zone très humide qui allait jusque-là, un immense marécage qui était nourri par ce bras de la Bidassoa, par Margeria. Quand il y avait des crues, ça déversait de l'eau dans cette partie-là qui était un peu creuse, et donc il y avait un énorme marécage ici. Donc 3 îles, Inzura, Inzura Tiki, Garzu. Inzura, ça vient du latin insula, qui veut dire île. Ici, on voit très bien la Bidassoa. Et ici, on voit l'estuaire, le delta de la Bidassoa. Alors, dans ce delta de la Bidassoa, les Espagnols avaient aussi leur Jonco, on va dire. Ces 3 îles-là étaient espagnoles. Elles sont toujours espagnoles, on peut toujours les voir d'ailleurs, du pont. Et l'estuaire de la Bidassoa, le delta de la Bidassoa, s'arrête au pont international. Au-delà du pont international, la Bidassoa se déverse dans la baie de Chinimoudi. Nos amis espagnols nous expliquent qu'à cette époque-là, toutes ces îles étaient couvertes d'arbres, parce que c'était des îles qui ont été faites par les crues de la Bidassoa, par des dépôts d'alluvions qui provenaient de la Navarre, une terre très fertile où tout poussait. C'est important pour la suite. Donc c'était des îles, nos amis espagnols nous disent que c'était des îles qui étaient couvertes d'arbres. Et nos amis espagnols nous expliquent aussi qu'ils venaient chasser dans ces îles, dans celle-ci et puis dans les nôtres, parce qu'avec un petit coup de barre qu'ils étaient là, ils venaient chasser le gibier d'eau, ils venaient chasser le canard, la poule d'eau, et peut-être les faisans aussi, d'où l'explication peut-être, de l'île des faisans que nous avons ici. Bon, il faut le savoir. Alors ce territoire, qui à l'époque du don de Louis XIII faisait 28 hectares, il a fallu que les Andayais l'aménagent. Alors il a fallu donc combler Margeria, ce petit ruisseau, là. C'est pas un ruisseau, c'est un bras de la Bidassoa, c'est un bras de la Bidassoa. Il a fallu assécher ce marais que vous avez ici, il a fallu réunir toutes les îles que vous avez là, de manière à avoir une surface à peu près plane pour pouvoir commencer l'aménagement du territoire des Joncos, sur une grande surface. À l'époque, tout se faisait à bras d'homme, avec des pelles, des brouettes, des charrettes, des chars, des tombereaux et des bœufs. Sur 28 hectares. Il a fallu faire tout ça à la main, dans des zones pas faciles, de manière à faire une surface plane,
de pouvoir aménager, de mettre en valeur cette surface qu'on appelle maintenant les joncos. J'appelle des joncos, maintenant on appelle ça les joncos. Donc, dans un premier temps, on a fait de l'agriculture. Alors, on a planté du blé, ensuite le maïs est arrivé par l'Espagne, on a planté du maïs, et là on avait des rendements extraordinaires. Ça a été le grenier à grains d'Hendaye pendant des dizaines d'années. On avait des rendements extraordinaires parce que les nutriments du sol étaient aussi exceptionnels, ça n'avait jamais été mis en culture. Ils avaient ici, au Jonco, des rendements qui étaient aussi forts que dans la plaine de la Beauce, au sud de la Loire, hein, où on a les rendements français les plus importants. Alors on comptait les grains de blé sur les pies, on comptait les grains de maïs sur les pies, et on s'en rendait compte qu'on avait des rendements extraordinaires. Ça a été le grenier à grains pendant des dizaines d'années d'Hendaye, il faut le savoir. Après, on a vu apparaître, alors ça s'est aménagé, on a vu apparaître les logements, on a vu apparaître les petites industries, on a vu apparaître les commerces, on a vu urbaniser tous les joncos, on reconnaît ici l'île, on reconnaît ici, on voit tous les joncos qui se sont aménagés avec tous les services que l'on connaît maintenant. J'attire votre attention pour vous dire que trouver dans Hendaye, compte tenu de la géologie d'Hendaye, la géographie d'Hendaye, une surface plane de 28 hectares à proximité d'une route entre deux points de passage de frontières, le pont Saint-Jacques et Léolie, pas trop loin du centre-ville, c'était inespéré. Trouver une surface plane à Hendaye de cette dimension, bien située comme ça, c'était quasiment miraculeux, c'était inespéré. Ça, c'est un don de nos marins, il ne faut pas l'oublier. Tout cet aménagement nous a été gagné par nos marins de Belsénia. Alors je voudrais revenir aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est pas forcément Louis XIII qui a donné les joncos à Hendaye, c'est plutôt Anne d'Autriche. » Bon. Alors Anne d'Autriche, c'était l'épouse de Louis XIII, on est bien d'accord. Alors ils se connaissaient, forcément. Ils ont dû parler entre eux des marins de Belsénia, etc. Alors est-ce que l'information a dû remonter? Parce que les jurats, les élus de la région, guettaient ce territoire, ils voulaient mettre en valeur ce territoire des joncos. Donc ils en ont parlé peut-être au gouverneur de Bayonne, qui en a parlé au duc de Richelieu, qui en a parlé à Anne d'Autriche et qui en a parlé à Louis XIII. Donc on va dire que c'est peut-être d'autres personnes qui ont suggéré à Anne d'Autriche et à Louis XIII de donner ce territoire des joncos. Je vous signale que Louis XIII, un petit territoire de 28 hectares au bout de la France, il s'en foutait pas mal, je pense. Surtout que Louis XIII était un personnage assez sulfureux, il avait des quantités de maîtresses et encore beaucoup plus de petits mignons. Donc s'occuper d'un petit territoire comme ça, ça lui passait au-dessus de la tête. Donc ça s'est fait un petit peu progressivement, on va dire. Je dis ça parce qu'il y en a qui disent que c'est Anne d'Autriche qui a donné les joncos. Bon, peut-être. Bon, alors voilà un portrait d'Anne d'Autriche, parce qu'Anne d'Autriche, c'est aussi une bienfaitrice pour Hendaye, il ne faut pas l'oublier. Alors, quelques dates pour fixer les idées, quand même. Alors, la récompense de Louis XIII, c'est 1632. La bataille de l'île de Ré, c'est 1627. Le don de Louis XIII, c'est 1632. Et Anne d'Autriche va nous donner l'autonomie d'Hendaye par rapport à la commune du Rugne en novembre 1654. Donc 20 ans après. Mais il faut bien comprendre que 20 ans après, c'est rien du tout pour ces rois de France. Donc si Anne d'Autriche a été sensible pour nous donner l'autonomie d'Hendaye par rapport à la commune du Rugne, c'est parce qu'elle avait en tête déjà les marins de Belsénia. Elle avait déjà en tête le don de son mari, Louis XIII, des joncos détachés de la commune du Rugne. Et quand les autorités hendayaises ont réclamé l'autonomie d'Hendaye par rapport à Urugne, elle a été favorable, elle s'est rappelée de ça. Peut-être que les marins de Belsénia ont peut-être influencé, on s'en sont rappelés au bon souvenir d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Peut-être que les deux événements ne sont pas si éloignés que ça, bien qu'ils soient éloignés de 22 ans quand même. Mais quand même, il y avait quelque chose. Quand l'autonomie d'Hendaye a été actée et détachée de la commune du Rugne, je vous signale que les habitants du Rugne étaient d'accord. Ils n'ont pas râlé parce qu'on leur enlevait un morceau du Rugne. Ils étaient d'accord pour se séparer d'une partie de leur territoire. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Alors je voulais vous montrer aussi Anne d'Autriche parce que c'est quand même une bienfaitrice pour notre ville. Je reviens un petit peu dans l'esprit de Marcel Argotti, comme je vous disais au départ.
Marcel Urguti, au soir de sa vie, se proposait d'écrire un mémoire sur les endaillés anonymes, mais les endaillés anonymes dont on n'a retenu aucun nom, mais qui ont fait Hendaye, qui ont fait beaucoup pour Hendaye. Eh bien, parmi les endaillés anonymes, je pense qu'on peut placer au tout premier rang les marins de Belsénia.